Bonjour, je m'appelle Valérie de Mainvielle, je suis psychologue, j'ai fondé Ma Juste Place, une méthode d'accompagnement pour les femmes que j'appelle les Wonder Woman au bord de la crise de nerfs. Aujourd'hui, je vais rencontrer Clémence. Elle m'a contactée car elle craint de refaire un burn-out en reprenant son travail après la naissance de ses 2 enfants. Je ne connais rien ni de sa vie ni de son histoire. Voici notre première séance. Bonjour Clémence. Bonjour Valérie. Est-ce que vous êtes bien installée? Très bien, merci. Bon. Alors, je vous vois aujourd'hui parce que vous avez fait appel à moi. Vous m'avez dit que vous aviez des enfants petits, qu'ils sont petits mais ils grandissent, que vous vous apprêtez à reprendre le boulot à 100% du temps, alors que vous aviez réduit votre temps de travail le temps qu'ils soient petits, et que vous craignez fort de retomber dans d'anciens travers, y compris un burn-out que vous avez fait à une époque. C'est ça. Alors, est-ce qu'on va en parler un peu aujourd'hui? On a 1 heure à peu près à passer ensemble. N'hésitez pas à me présenter les choses un peu dans le désordre. Moi, je vous poserai des questions. Et puis, quand la fin approche, je vais vous proposer une petite synthèse et on verra ensemble ce qu'on peut retenir de cette séance. Ok, très bien. Donc, vous évoquez de ce burn-out et de la peur de refaire un burn-out. Est-ce que vous voulez me parler de ce premier burn-out? Comment c'est arrivé? Comment ça s'est manifesté? Comment vous avez su que c'était un burn-out? Je pense que pendant longtemps, j'ai pas su que c'était un burn-out et que je pensais que c'était normal, que je galérais, que j'étais fatiguée, que je savais, enfin, je me sentais nulle en fait, j'arrivais à rien et je pensais que c'était ma faute. Et petit à petit, je pense que j'en ai un peu parlé, j'ai lu des choses. Finalement, avec Internet, il y a aussi pas mal d'articles qui circulent. Le burn-out parental devenait un petit peu quelque chose dont on parlait. Mais moi, ce qui m'arrivait, c'est que la première chose, c'est que j'étais tout le temps fatiguée. Je me souviens de m'être dit, mais c'est pas possible, cette fatigue, c'est insidieux. En fait, je veux dire, la fatigue, ça rend fou. Parce qu'on est crevé et on ne se rend même pas compte, et du coup on devient différent et on ne se rend même pas compte qu'on est différent. Donc ça m'impactait au travail, j'avais l'impression d'être toujours ralentie. Je pense que j'ai un souvenir qui me vient là, je pense qu'un des moments où vraiment je me suis dit, là il y a quelque chose qui ne va pas, mon fils avait été tout petit et j'étais avec une amie, on avait passé une semaine ensemble et en fait j'avais dû... on était avec de la famille, donc du coup, il fallait toujours être présent au repas. Enfin, je me disais, il faut que je sois dans la vie sociale, manger avec tout le monde. Donc, et à côté de ça, je devais m'occuper de mon fils. Et j'avais l'impression de devoir tout le temps tout faire toute seule. Et on avait pris un moment toutes les deux le soir parce qu'on me disait, mais sors, prends du temps pour toi. Donc, on était allés toutes les deux au resto. Et je me revois être au-dessus de moi, en train de m'entendre parler et de me dire... Enfin, il y avait un décalage entre mon cerveau et ma bouche, en fait. Ce que je pensais... c'était comme, je pense, j'étais endormie dans moi-même, quoi. Et je me suis dit, là, ça va pas. Mais bon, ça va pas. C'est même pas un déclic, mais c'était mon état constant, en fait. Mais ce qui vous a fait dire ça ne va pas, c'est le fait de sentir que vous dites que vous étiez endormie en vous-même. Moi, j'entends avec votre image que vous étiez en dehors de vous-même. Ouais. C'est ce constat-là qui vous a fait dire, en fait, ça va pas du tout. Oui, je subissais. Là, à ce moment-là, je me revois vraiment me dire, je subis. Je suis très très mal, mais j'ai pas de solution. Je sais même pas comment m'en sortir. Il faudrait juste que je dorme, mais je peux pas parce que les enfants sont là tout le temps, parce que je les allaite la nuit, je suis toute seule et j'en voulais à la terre entière en disant mais ils se rendent pas compte que je suis épuisée et pourquoi personne m'aide en fait. Pourquoi enfin c'est pas possible et il faut que Enfin, je maintiens la façade parce que du coup, je déjeune avec tout le monde le midi, puis ils me disent « Tu restes ?» Bah oui, je vais rester prendre le café. Alors que dans ma tête, je me dis « Mais j'ai juste envie d'aller dormir et qu'on me foute la paix, quoi. » Et je me dis « Il y en a bien un qui va s'en rendre compte, qui va me dire « Non, mais arrête-toi. » Et ça continuait. Et du coup, là, après coup, je me dis « Mais c'était à moi de m'arrêter. » Mais sur le moment, je ne le savais pas du tout. J'attendais vraiment quelque chose de l'extérieur, en fait. C'est comme si vous étiez lancé sur un mode robot. Ouais. Quand vous dites endormi, c'est le robot qui était aux commandes. Et puis la vraie Clémence, elle était absente à elle-même. Et donc, d'où l'attente de l'extérieur. Et alors, est-ce que c'est l'extérieur qui a bien arrêté ça? Non, alors ça, c'est certainement pas. C'était moi toute seule. C'est le jour où je me suis dit... allez,
il faut faire quelque chose, n'importe quoi. Et ce jour-là, n'importe quoi, n'essayons pas de trouver la meilleure solution pour trouver la bonne manière de m'en sortir. Je prends un annuaire de psy, je prends le premier qui passe, la première dans ma ville, et je vais la voir. Et en l'occurrence, c'était quelqu'un qui m'a pas forcément apporté énormément... Enfin, rétrospectivement, c'était pas la personne avec qui j'ai le plus eu de connexion. Ouais. Mais ça m'a permis d'avancer, en fait, vraiment. Et de commencer à mettre des mots dessus. Puis après, je me suis dit, bah non, là, c'est plutôt là-dessus que je voudrais travailler, donc autre chose. Mais ce premier pas, ouais, là, mais ça a été plus tard. Mais c'est elle qui vous a parlé de burn-out pour la première fois? Je sais même pas. Je pense que le mot burn-out, je l'ai découvert par Internet, par des articles. D'accord. Où je me suis dit, ah ouais, mais c'est ça que je fais, en fait. C'est-à-dire que là, c'est trop, en fait, ma manière d'être mère, la façon dont je le vis au quotidien. Je suis en train de me noyer. Et il y a sûrement d'autres manières de faire. Alors qu'en fait, au début, je me disais, mais de toute façon, c'est forcément comme ça. Et puis, il faut bien que quelqu'un fasse ci, il faut bien que quelqu'un fasse ça. Et puis personne ne s'occupe de moi. Et en fait, de faire cette pause en arrière, de dire, attends, c'est pas toi qui es nul, c'est que c'est trop. Et c'est trop parce que tu t'en mets une part, parce que ton conjoint t'aide pas forcément, parce que la société est comme ça, elle fait des ajustements un peu sur tout. Pour que ça aille mieux. D'accord. Et donc ça, toutes ces phrases que vous citez, c'est des choses que vous ne vous dites plus, ou si elles sont encore présentes? Si, je pense qu'il y a des choses aujourd'hui... Alors déjà, les enfants ont grandi, et c'est quand même une différence par rapport à ce qui se passait à ce moment-là. C'est-à-dire que... Enfin, il y a une expérience, en fait, qui s'est mise en place avec les années, qui fait que j'ai vraiment eu l'impression, au début... Je débarquais dans le truc, je me revois, par exemple, bercer les enfants ou pour les faire dormir. Et je me revois tourner dans la maison en les prenant dans les bras, en me disant « mais dors, 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 dors ». Et je pense que le moi de maintenant me dit « mais ça devait être hyper stressant pour un bébé de se retrouver comme ça, dors, dors ». Mais je me dis vraiment que j'avais pas les clés. Que je me suis retrouvée débarquée dans ce monde, maintenant t'es maman. Un autre souvenir très fort, c'est le jour à la maternité, le premier jour après la naissance de ma fille, donc ma grande. Je me suis dit, mais... il y a eu la naissance, tout ça, puis tout le monde est passé. Puis après, je me suis retrouvée toute seule. Et puis, mais ils attendent quoi de moi, là? C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, c'est moi toute seule. Mais pourquoi c'est moi qui suis compétente là, maintenant? Alors qu'il y a 3 heures, on était avec mon mari, c'était... Là, non, c'est moi. Et tout le monde trouve ça OK, mais moi, je sais pas faire du tout, en fait. Alors, c'est intéressant, vous parlez de compétences, c'est moi qui suis compétente là maintenant, et puis tout à l'heure, vous avez parlé de clés. Je n'avais pas les clés. Or, l'histoire que vous m'avez racontée m'évoque plutôt à moi que ce que vous n'aviez pas, c'était les ressources à l'époque. Vous étiez beaucoup trop épuisée pour arriver à soulager ou à protéger cet enfant en lui disant « c'est normal que tu pleures, mon petit chou, t'es énervé, il fait chaud, ou je ne que sais-je ». Vous n'aviez pas les ressources. Est-ce que c'est important chez vous, cette idée de compétence, qu'il faut bien faire son job et que tout est un peu un job? Oui, oui. Effectivement, c'est un sujet. Le côté... j'ai mis du temps à m'en rendre compte, et je me rends compte d'ailleurs aujourd'hui dans les évolutions professionnelles dans mon parcours professionnel de manière générale, il y a de l'exigence, il y a de l'injonction à être performante, et ça vient de toute une lignée familiale où dans la famille, tout le monde a réussi, tout le monde a des bons métiers, tout le monde a fait des études, etc. Tout le monde, c'est hommes et femmes? Alors, plutôt homme, probablement. Plutôt homme. Ouais, c'est une bonne remarque, j'avais jamais pensé à ça. Les histoires qui se transmettent sont plutôt hommes, ouais. Est-ce que vous êtes à quelle place dans votre fratrie à vous? Je suis l'aînée, et après j'ai une sœur. Oui. Et du coup, ma sœur, c'est celle qui a réussi. Et je me suis toujours dit pendant des années, moi j'ai très bien réussi, mais elle a encore mieux réussi. Et après j'ai un frère qui est plus petit que moi, et qui a très bien réussi aussi, mais du coup, je me suis toujours positionnée comme celle qui est un peu moins bien. C'est ma sœur la forte, et puis...
Voilà. Mais malgré tout, je suis l'aînée, j'ai ouvert la voie, il fallait que je réussisse et c'était pas un sujet, j'étais la première. Enfin, je dis j'ai pas très bien réussi, j'ai toujours été première de ma classe. C'est-à-dire que ma sœur a été première d'une grande école, etc. Mais j'étais quand même première aussi. Donc il y a un critère de réussite. Voilà. Vos parents ont projeté probablement sur vous, tous, une injonction, pour reprendre votre mot, à la réussite assez forte. Et c'est vrai que oui, et ça me marque là de l'entendre comme ça parce que c'est vraiment ça que je me disais. Je me disais, je suis nulle, je ne sais pas faire avec cet enfant. Et comme j'ai un esprit un peu, je pense, ingénieur, cartésien, je voyais tout comme un problème, en fait, en me disant, alors cet enfant dort pas, c'est quoi les paramètres, quoi. C'est-à-dire, et est-ce que c'est moi, et j'essayais vraiment, j'avais l'impression de tenir des listes de trucs. Alors si je le berce comme ça marche. J'essayais des méthodes, en fait, des trucs, et ça marchait jamais. Parce que j'en ai parlé un peu après, plus tard, avec ma sœur quand elle a eu des enfants. Elle me dit, mais il n'y a pas de solution parce qu'il n'y a pas de problème. Ton enfant, c'est pas un problème. Et vraiment, je ne le voyais pas comme ça. Il fallait que je règle le truc, quoi. Est-ce que c'est un état d'esprit avec lequel vous vivez toujours, cette impression que le monde est peut-être une chose étrange? Peut-être que vous avez pensé ça enfant, peut-être que la petite Clémence trouvait que le monde était bizarre, qu'elle ne le comprenait pas très bien. Et donc, à défaut de le comprendre, peut-être qu'elle a beaucoup observé ce qui se passait autour d'elle, en essayant d'adopter des choses très concrètes qui semblaient marcher, en se disant, quand j'appuie sur le bouton vert, ça fait ça, quand j'appuie sur le bouton rouge, ça fait ça, je vais garder cette méthode. Est-ce que ça, c'est possible? Je trouve la méthode pour que ça se passe bien, en fait. Il faut que je trouve le bon truc, et si je le fais comme ça, alors, presque, du coup, ça transforme en un sentiment de toute puissance. C'est-à-dire que si je fais tout bien, tout va bien se passer, quoi. Ça va rouler, et... C'est-à-dire, tout va bien se passer? C'est une bonne question. Je pense qu'aujourd'hui, je suis capable de dire que quand je dis ça, c'est « et je souffrirai pas ». Et il n'y aura pas d'émotions négatives. Il y aura les choses... Enfin, oui, c'est ça. C'est ce qu'on attendait de vous aussi, ça, enfant? Alors, je pense qu'on attendait de moi... Enfin, je sais pas si on l'attendait, mais c'est clair que j'étais jamais en colère. On ne pouvait pas être en colère. Il n'y avait pas de place pour cette émotion-là? Non, et pendant très longtemps, je me suis dit... je suis jamais en colère, en fait. Jusqu'à ce que je me rende compte que j'étais très, très, très en colère, mais ailleurs. Enfin, ça se voyait pas, quoi. Où est-ce qu'elle passait, cette colère? Peut-être quand ça se passait pas comme je voulais. Oui. Quand les choses... mais elle se manifestait pas, c'était pas des cris, je pense pas... Elle se manifestait sûrement. Vous avez jamais repéré des choses qui pouvaient être... Une colère qui ne se manifeste pas sous une forme explosive, comme on peut imaginer, peut se manifester, par exemple, par une proportion assez forte à râler au quotidien, par une activité sportive intense à une époque de sa vie. Ça peut se manifester dans différentes choses, par une façon de bouder. Ce qui me vient là, du coup, ce serait plutôt, dans ces cas-là, dans une exubérance sociale. Surtout après, en faisant des études dans un milieu assez masculin, d'être la woo girl, c'est la fille qui monte sur un podium et qui lève les bras, qui fait wouhou, et c'est un peu too much, ça. Mais par contre, j'en tirais une reconnaissance affective qui venait combler un besoin d'amour, et du coup, c'était très bien. Et je pense que j'ai... Peut-être, effectivement, je n'avais jamais fait le lien non plus, mais de me dire... c'est de la colère parce que c'est pas vraiment vrai, c'est pas vraiment moi. C'est-à-dire que je vais utiliser toutes mes astuces, et comme ça, vous allez voir, je vais mener ma barque, et puis personne ne va me démasquer, et puis tout le monde va croire que je suis très heureuse, et puis paf, j'ai bien géré mon histoire, quoi. J'ai bien géré, je suis devenue la woo girl d'une bande de mecs. Ouais, c'est ça. Qui ont réussi aussi. Ouais. Je suis aussi forte qu'un mec. Il y a quelque chose autour de ça. Bon, on pourrait creuser. N'empêche que ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on voit que dans ce qui vous a mené au burn-out, il y a effectivement probablement une forte injonction à la performance qui vient d'un critère de réussite fort quand vous étiez enfant. Une espèce de conception de votre part que tout est un job, donc il faut être compétente jusque dans le métier de mère, alors que personne n'a jamais édicté une recette. Enfin, c'est pas un métier, justement. Mais ça, j'ai mis du temps à le comprendre, et notamment
en ayant un deuxième enfant. Du coup, là, je me suis dit, en fait, ils sont différents, il n'y a pas de bonne manière, en fait, il faut s'adapter. Et puis aussi, après, en regardant d'autres familles, je me souviens de m'être dit, notamment quand il fallait les coucher à la sieste, quand les siestes commençaient à devenir un peu régulières, et je me disais, mais comment je suis censée savoir qu'une sieste, je sais pas, il y a une sieste à 10h, une sieste à 14h, moi, j'en sais rien, donc j'étais assez démunie, un peu en colère aussi, en me disant, mais pourquoi personne m'aide? Et après aussi de me dire, mais ça se trouve, en fait, dans une autre famille, ils font pas comme ça, et c'est OK. Et ça c'était vertigineux pour moi. C'est en fait, il n'y a pas de recette. Chez eux, ils font autre chose, chacun peut choisir. Donc, c'est le moment où moi, il faut que je choisisse ma vie. OK, je sais pas faire. Donc, j'ai essayé de faire quand même, et puis j'ai fait comme tout le monde sur le tas. Mais quand je me revois, moi, à cette époque-là, j'arrive aujourd'hui à avoir pas mal de compassion pour moi, parce que je me dis, mais t'étais en galère, quoi. Enfin, tu savais... Oui, le fait de réaliser que vous ne saviez pas faire, ça vous a plongé dans une ambiance où vous étiez totalement démunis. Ouais. Ok. Ce que vous dites, c'est que vous avez quand même pris des décisions petit à petit et que... Donc, en fait, vous vous êtes maintenu dans... même si c'était vous qui décidiez, mais dans cette obligation de faire. Oui. Oui, et en même temps, je me suis toujours trouvée... Je suis pas très... Dans mon quotidien, je suis bordélique, un peu. Enfin, pendant longtemps, je me suis dit, le perfectionnisme, c'est très bien, là, tous ces gens qui ont des problèmes avec le perfectionnisme, mais pas moi. Et je m'en suis... Enfin, si, en fait. Mais j'avais l'impression que j'avais déjà lâché sur le ménage, que j'étais pas non plus hyper à cheval, je sais pas, sur la nourriture. Et moi, mon truc, c'était juste, ce serait quand même bien que les enfants, ils dorment. Et puis qu'ils mangent pas trop. Et les gens qui me disaient, oui, mais c'est le week-end, il peut ne pas faire la sieste. Je dis, mais ok, les gars, mais si on dit ça toutes les semaines, ça marche pas, votre truc. C'est vous qui êtes égoïste, là, de me dire, non, lâche prise. Mais je peux pas... Enfin, voilà. Et c'était là quand même le conflit. Je peux pas lâcher prise, parce que j'ai quand même envie que mes enfants grandissent et qu'on fasse bien les choses. Alors, parlons-en un peu, si vous voulez. Lâcher prise, est-ce que vous pouvez me donner un exemple? Vous dites, j'ai lâché prise sur le ménage, un peu sur la nourriture. Sur la sieste, ça coince. Qu'est-ce que ça veut dire, lâcher prise? Est-ce que vous pouvez me donner un exemple, ou est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu plus ce qui se passait avec la sieste et pourquoi vous avez eu du mal à lâcher prise? C'était, je me disais, il faut que mon fils, et ma fille d'ailleurs, les deux, il faut qu'ils dorment. Ouais. Et il faut qu'ils dorment. Pourquoi faut-il qu'il dorme? Parce que pour lui, il faut qu'il soit reposé. S'il ne dort pas, il va être chiant, il va être crevé. Et puis derrière, c'est moi qui... Enfin, s'il ne dort pas maintenant, je sais que ce soir, en fait, ça va être la Java et que du coup, je vais avoir un problème et que notre soirée va être foutue et que ma nuit va être foutue et que je vais être encore plus fatiguée. Ok. Et sauf qu'après coup, je me dis, je sais que ça va mal se passer. En fait, je ne savais pas. Je n'ai jamais essayé autrement. Alors, j'ai peur. Oui. J'ai peur que ce soit compliqué pour lui d'aller se coucher. Et puis, ce qu'on entend beaucoup, c'est j'ai peur que ma soirée soit foutue et ma nuit aussi. Ouais. J'ai peur, mais je sais. Enfin, j'avais du mal à lâcher ce truc, à me dire non, mais attends, quand même, au bout d'un moment, on ne peut pas lâcher prise sur tout, quoi. Les enfants, on est en train de dire qu'il y a des rythmes. Je trouvais ça un peu injuste de me dire l'injonction de lâcher prise. Ouais, est-ce que quelqu'un peut peut-être aller dire à mon conjoint que déjà, s'il m'aidait, ça serait plus facile, quoi. Donc, quelqu'un ou vous? J'aurais bien aimé que ce soit quelqu'un. Pourquoi pas vous? Parce que j'avais l'impression de lui Est-ce que c'est vrai? J'avais l'impression de lui avoir dit et qu'il n'avait pas fait. Qu'est-ce que vous lui aviez dit, par exemple? Je lui avais dit, par exemple, je me souviens d'une nuit où j'étais épuisée d'avoir bercé parce que j'avais allaité et je berçais et je sais plus, mon fils voulait plus se recoucher. Et je sentais que je commençais à avoir mal au genou, que ça devenait une douleur physique et j'étais presque à pleurer, à me dire mais là, je veux juste dormir. Et j'avais attendu, je me dis, je peux pas le réveiller quand même. Et au bout d'un moment, vraiment au craquage, je lui ai dit, est-ce que tu peux, s'il te plaît, le bercer parce que le coucher, il reste 10 minutes, mais moi j'en peux plus. Il m'avait dit, non mais ça va, t'as tout fait, moi je bosse demain, écoute, tu le rendors quoi, ça, non. Et là je lui ai dit, ok, non. Ok, d'accord, je vais prendre, mais ça va pas simplifier les choses, quoi. Et du coup, je lui en voulais. Donc, en fait, je pense qu'on s'est aussi éloigné dans une incompréhension petit à petit de toute façon, je suis toute seule, quoi. Donc on y va comme ça, quoi. Vous diriez que c'est une difficulté pour vous d'exprimer vos besoins? À ce moment-là, c'est certitude. Ouais. Certitude. Aujourd'hui, quand même, oui, aussi, un peu. Ouais. J'ai mis du temps à savoir ce que je voulais.
Et donc, aujourd'hui, je commence à pouvoir me dire que je sais ce que je veux. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, en fait, je veux de l'amour. Ouais. Je veux juste de l'amour. De l'amour et de la joie. Et je pense qu'avec ça, ça m'outille suffisamment. Mais j'avais l'impression à ce moment-là de ne pas me sentir aimée, en fait. De me dire, il ne peut pas m'aimer. S'il me laisse galérer toute seule comme ça, c'est pas possible, en fait. Donc, ok, je prends plus paramètres en compte et j'avance, quoi. Et à ce moment-là, j'aurais voulu de l'aide aussi, je pense. J'aurais voulu me sentir comprise. Je me suis souvent... Une amie me disait ça, je me suis sentie très seule, en fait. Ouais. Très, très seule pendant cette partie-là. Ouais. Et je le répétais. Et d'ailleurs, j'ai des souvenirs de grosses disputes qu'on a eues à un moment où je lui disais, mais tu vois pas que je suis seule, quoi. Ouais. Mais malgré tout, j'arrivais pas à lui dire... je voulais qu'il devine. Oui. En fait, je voulais vraiment qu'il dise de lui-même, je t'ai vu, j'ai vu ce qu'il faudrait faire. Comment sont vos relations aujourd'hui avec votre mari? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que vous avez pu en reparler de cette période-là? Est-ce que vous avez pu entendre de sa part des mots peut-être disant que soit il n'a pas vu à quel point vous étiez épuisé, soit il voyait mais qu'il ne savait pas comment faire? J'ai compris que d'une certaine manière, je ne lui avais pas laissé sa place parce que c'était très présent. Et je ne me flagelle pas pour ça aujourd'hui parce que je me dis aussi que ce n'est pas simple d'être une mère et que ce n'était pas simple non plus d'allaiter. Donc c'était encore à moi aussi de comprendre qu'il fallait que ce soit de lui laisser sa place à lui. Je pense que c'est toute la difficulté de la maternité qui est là-dedans, quoi. Mais c'est sûr aussi que lui, et pour plein d'histoires, pour plein de raisons qui lui appartiennent, il n'a pas pris sa place, pour différentes raisons. Et voilà, on était tous les deux. Donc, quand on en a reparlé, moi, je sais pas ce que lui dirait, mais moi, je me dis c'est 50-50. Je suis d'accord de dire c'est pas... J'ai ma raison, j'ai ma responsabilité, mais toi aussi. Et je suis pas d'accord de mettre le curseur ailleurs qu'à 50-50. Je veux même pas savoir qui a plus tort ou pas. Est-ce qu'il y a eu une forme de réparation entre vous à ce propos de cette période difficile où vous étiez vraiment l'un contre l'autre? De manière... C'est marrant parce que ça date... Il m'a dit quelque chose la semaine dernière, et ça fait quand même, du coup, quasiment 9 ans, quoi, depuis la première grossesse. Il m'a dit... parce qu'on parlait d'un troisième enfant, c'est pas d'actualité, mais du coup, et il me disait, mais tu te rends compte quand même, les femmes, quand vous avez des enfants, c'est quand même un sacré sacrifice, parce que votre corps, il change, et puis derrière, vous êtes quand même vachement avec un enfant. Et là, je suis tombée des nues, je lui ai dit, mais tu m'aurais dit ça il y a 9 ans, mais tous nos problèmes, il se passait rien du tout, parce que en fait, moi, je voulais juste de savoir que ce que je faisais, ça comptait pour toi, en fait, et pas me sentir en train de faire un truc et de le faire mal et de le faire nul et de pas être à la hauteur. Déjà que moi, je m'en mets une couche, alors si toi, tu m'en remets une, on va pas s'en sortir. Et alors, en fait, là, tu me dis, c'était cool merci d'avoir porté mes enfants, et ça n'a pas dû être simple. Bah, cool. Donc, je sais pas s'il se rend compte à quel point, et puis, ça répare peut-être pas tout, mais ça m'a fait quand même vraiment du bien d'entendre ça, ouais. Et puis, il m'a dit... oui, on se dispute, mais t'es une mère incroyable pour les enfants. J'entends des mots. Après, je pense qu'il y a besoin que ça s'ancre un petit peu dans le... Peut-être parce que là, vous avez réagi en disant « Oh, tu m'aurais dit ça ». Peut-être que si on lui dit ça, lui, tout de suite, il se fait en disant encore un reproche. Alors que si vous dites « Oh, ça m'a fait un bien fou que tu me dises ça », parce que tu sais, à l'époque, je me suis sentie vachement seule. Et en fait, il y a plein de choses qui expliquent, un peu comme ce que vous me dites aujourd'hui. On n'est pas dans le même mood, on n'avait pas la même façon. Toi, ta façon de détendre, c'était de courir. Donc, tu me conseillais d'aller courir, là où moi, je rêvais que d'une chose, c'est de dormir. Bon, on n'était pas raccord du tout. Mais ça m'a fait vraiment du bien que tu dises ce que tu me dis. Et j'ai envie de t'en parler un petit peu de cette période-là, de mon point de vue, sans critiquer, mais en disant, voilà ce que moi, j'ai vécu. Est-ce que ce qui compte, c'est pas de remettre du liant entre vous et puis de préparer la suite. Quand vous lui dites, ça m'a fait du bien que tu me dises ça, parce que avoir ta reconnaissance ou juste ton regard empathique, en fait, sur ce que je vis, je ne peux pas savoir ce que c'est bon pour moi, ça me donne de la force. Et pour la suite, quand vous dites que vous craignez de replonger dans le burn-out, l'idée, c'est chercher comment est-ce que vous pouvez mobiliser vos forces à deux. Oui, en fait, lui donner les clés pour moi, quoi, pour qu'il m'aide. Exactement. Quitte, si la conversation se passe bien et que vous vous sentez bien tous les deux, à dire, tu sais, pour la suite, je vais reprendre le boulot à temps plein. J'ai un peu peur, à vrai dire, que ça soit trop.
est-ce que tu veux bien qu'on discute ensemble de ce qui pourrait, de mes sonnettes d'alarme? Est-ce que j'ai envie d'y réfléchir? Est-ce que tu veux bien qu'on y pense ensemble? Alors, si vous vous sentez en colère, s'il y a cette colère qui fait qu'en fait, la première chose qui vient, c'est ça. C'est envie de l'inonder avec vos rancœurs. Je vous recommande de libérer cette colère dans une lettre que vous ne lui enverrez pas, que vous allez brûler après, mais de vous lâcher complètement dans cette lettre. Je pourrais faire ça, mais j'ai même plus. Je pense que là, la colère, je l'ai plus. J'ai senti que je lui avais pardonné à un moment, que c'était juste notre histoire, qu'à un moment, c'est pas simple en fait de devenir parent et qu'on a pris cher tous les deux. Je vois bien, et c'est ça qui me préoccupe aujourd'hui, que le piège est pas loin. C'est-à-dire que là, on est plus, ça va mieux, je suis moins fatiguée, on a acquis des réflexes, les enfants sont plus grands. Néanmoins, ça fait deux semaines que je suis passée. Ça fait 2 semaines que je suis revenue à travailler à fond. Et ça rate pas. Il y a un soir où du coup, c'est la course, je les récupère à l'école. En fait, il faut que je finisse d'envoyer un mail, donc je leur dis qu'il est ouvert. Donc du coup, moi, je m'en veux parce qu'ils sont en train de manger, mais je les écoute pas. Alors je me dis, mais tu fais n'importe quoi, tu es en train de faire tout en même temps. Résultat, ça rate pas. Et forcément, ils se chamaillent. Et puis du coup, ça y est, ça part en vrai. Il y a une porte qui claque, machin. Et là, je me dis, t'es nul. Voilà, tu veux tout avoir. Et puis ça n'a pas marché. Et là, alors, du coup, c'est plus j'ai pas de compétences du début de je galère, pourquoi je galère comme ça. C'est plutôt, tu sais que ça va se passer comme ça et tu le fais pas. Et donc là, c'est de l'autoflagellation c'est quand même pas compliqué. Tu sais qu'il faut cloisonner, tu sais que si tu les écoutes un peu, après ça va se passer beaucoup mieux. Et alors, qu'est-ce qui fait que vous ne le faites pas? Si je suis un peu douce avec moi-même, c'est que c'est la transition et que c'est dur. Et je le fais pas parce que là, faut retrouver un équilibre. Mais justement, j'allais vous poser la question. Qu'est-ce que vous avez changé? Vous dites que depuis 2 semaines, vous avez repris à temps plein. Qu'est-ce que vous avez changé dans l'organisation d'avant ou est-ce que vous n'avez rien changé? Et que c'est vous qui faites la variable d'ajustement? Pour l'instant, j'ai rien changé. Alors, c'est bien, vous avez eu 2 semaines d'observation. Avec ces 2 semaines d'observation, qu'est-ce que vous diriez qui sont les zones à risque pour vous? Pour vous, Clémence, pas pour eux. C'est vraiment ce 19-20 heures, où il faut faire tout d'un coup. C'est quoi tout? Préparer à manger, les faire manger et faire en sorte qu'après, ils se couchent pas trop tard. Quand je rentre dans la maison, je ferme, je m'occupe que d'eux, quoi. Je laisse les trucs à côté si j'ai encore. Là, je vois, je suis en train sur un texto, je finis un truc avec des copines, je finis un mail. Ça marche pas. C'est quasiment sûr que dès que je fais ça. Ça marche pas. Mais si vous le faites, c'est qu'il y a un besoin de le faire. Oui. Quand vous dites, je sais très bien ce qu'il y a à faire, mais je ne le fais pas, c'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce qui fait qu'on ne le fait pas? Comme vous dites, en étant gentil avec soi, ça sert à rien de s'auto-flageller. Le texto à la copine, il y a peut-être besoin de le passer. Est-ce que l'idée, ça serait de trouver un moment dans la journée où on peut passer ce texto, un moment qui soit dédié à ça? Est-ce qu'il faut un sas entre le retour du boulot et l'arrivée à la maison? Est-ce qu'il faut que le soir, vous soyez entièrement à vos enfants, loin d'un téléphone et d'un ordinateur? Je ne sais pas. Il y a 1000 choses. Je pense que observez les 2 dernières semaines, comment elles se sont passées, et ça va vous donner un indice sur vos besoins à vous. Oui, et je pense que c'est ça le problème, c'est que j'essaye de faire tout en même temps. Et... C'est une violence que vous faites à vous. Parce que vous ne pouvez pas faire tout ça. Vous avez beaucoup d'énergie, je le sens. Vous avez beaucoup d'envie, j'allais dire d'ambition, mais je pense que ce terme pourrait être mal entendu. Vous avez envie de réussir tout, elle est toujours là, cette envie. Et elle vous porte, elle va rester là. Mais il y a quelque chose d'excessif. C'est vrai que c'est marrant de le voir comme ça, parce que j'ai tellement peur là, de me dire ça va revenir. Et en fait, à cette question, j'ai l'impression que non, je répondrais non, il n'y a pas d'autre danger. Donc c'est comme si... Ok, il y avait la fatigue. La première fois, il y avait la fatigue très forte. Il y avait le je sais pas faire, mais du coup, c'est l'impression de ne pas savoir faire, alors qu'aujourd'hui, j'ai l'impression d'être compétente. Il y a l'auto-jugement qui pourrait revenir derrière. Je laisse rien passer, quoi. Dès que ça va pas, je me remets une couche. Mais c'est vrai que là, ce qui me menace le plus, c'est cette histoire de vouloir tout faire en même temps, quoi. De me dire, je vais... C'est ce robot, la Clémence robot. La Clémence robot qui fait. Attends, j'arrive, je fais un texto.
elle est dans le faire, elle n'est pas dans l'être, elle ne vit pas vraiment. Alors, peut-être que maintenant, en ayant progressé, vous seriez prête, ça pourrait être un engagement que vous prendriez avec vous-même, de vous dire, je n'attends plus de l'extérieur qu'on me dise, Clémence, t'es à plat, tu n'en peux plus. Oui. Je vais faire le point chaque semaine, dans un petit carnet par exemple, ou autrement, je ne sais pas. Je fais un point chaque semaine avec moi-même, comment je me sens. Clémence, comment tu te sens cette semaine? Vous pourriez décider 2-3 critères, par exemple le 19-20. Le 19-20, il est comment? Et on met un smiley, une météo. C'est à l'orage en ce moment, c'est au soleil, c'est mi-figue, mi-raisin. Est-ce que ça pourrait... Alors, c'est encore une discipline, ça va dans le sens du robot, encore une fois, mais est-ce que ça pourrait être une des garanties que vous pourriez vous donner? Ça me plaît bien parce que c'est facile. C'est un peu, effectivement, le smiley de la météo du 19-20, c'est intéressant à faire. Et ça me parle bien aussi parce que j'ai l'impression que ce dont j'ai besoin là, c'est d'autodiscipline. Et je m'en veux de ne pas en avoir assez, en fait. Ouais, c'est ça la clé en ce moment, c'est que je me trouve pas à la hauteur de... Enfin, maintenant que je sais tout, en fait, j'ai toutes les clés, et j'y arrive encore pas, quoi. Juste pourquoi? Parce que je suis pas foutue de laisser mon téléphone posé en rentrant à la maison, quoi. C'est quand même pas compliqué. Et pour le coup, c'est un peu la même chose avec mon conjoint, c'est de me dire, tu sais comment faire les choses bien, tu sais lui parler, comment il faudrait, et t'attends encore qu'il devine tout, et t'attends tout de lui, et tu cherches à avoir tout, en fait, en essayant aussi de plaire à l'extérieur, d'être une professionnelle accomplie, d'avoir cette image... En fait, je sais aussi pourquoi... pourquoi j'en arrive là aujourd'hui, c'est que les enfants ont grandi, et que du coup, j'ai mis pas mal ma carrière entre parenthèses, et ça m'allait bien, en fait, jusqu'à pendant longtemps, je me suis dit, de toute façon, je suis pas carriériste, j'ai pas besoin de 1000 choses pour vivre, on est très heureux comme ça, et vraiment, j'ai envie de privilégier ma famille. Et puis le fait que les enfants grandissent, et puis qu'il y a des opportunités professionnelles qui se présentent, j'ai envie d'explorer une autre partie de moi, en fait, et j'ai vraiment envie. Et puis j'ai eu des sollicitations extérieures pour me dire, bah, tiens, est-ce que ça te dirait pas de venir nous rejoindre dans telle équipe? Et je dis, ah ouais, et ça a touché quelque chose en moi en me disant, mais je suis pas forcée d'être que cette maman. Et du coup, vraiment, j'oscille entre les deux, parce que là, j'avais trouvé cet équilibre de, bah, je suis à 4 heures à la sortie, je suis très présente pour eux, et puis maintenant, j'ai trouvé mon truc, quoi. Je fais mon batch cooking, je sais comment faire pour qu'ils se lavent les dents, enfin, ça roule. Je pensais que ça m'allait, et puis quand on me dit, mais viens, tu peux être quelqu'un d'autre que ça, ça éveille quelque chose en moi, en fait. Ah ouais, allons-y. Et j'ai peur de m'y jeter à corps perdu en me disant, mais... de revenir cette working mom, qui réussirait tout, en me disant, mais tu le sais que c'est un leurre, en fait. Pourquoi tu vas aller te perdre dans le boulot, dans bosser beaucoup? Et je sais aussi pourquoi. Parce que ça me procure de la reconnaissance. Et je me dis, je peux briller, je peux faire des choses, je peux contribuer au monde. Et en plus, mon travail peut être reconnu, je peux être valorisée pour ça. Et du coup, j'arrive à rien, parce que j'ai l'impression de ne pas y arriver quand même totalement, parce qu'il faudrait beaucoup d'autodiscipline. C'est-à-dire qu'en ce moment, par exemple, le truc qui me mine, c'est que je me dis, je voudrais être à fond au boulot, mais quand j'y arrive, qu'est-ce que je fais? Et ben en fait, je traite des trucs perso au boulot, parce qu'il y a un week-end qui arrive, je vais gérer, je sais pas, je fais la résa Airbnb parce qu'il faudrait. Parce qu'en fait, c'est un moment où je suis posée, j'ai un écran, j'ai une connexion, j'ai pas d'enfant. Donc en fait, j'avance aussi les trucs perso. Et je me dis, mais attends, non, la personne que tu veux, elle ferait pas ça, elle serait pas en train de faire des trucs perso, elle serait en mode focus, ambition, tac, 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 t'as même pas le temps d'aller aux toilettes. Et d'un autre côté, je pressens que si je fais ça, c'est direct le burn-out, en fait, parce que quand je vais rentrer, je vais être toujours à fond sur son portable et tout, et qu'en fait, au bout de 2 semaines, je mets une claque aux enfants, parce que ma fille, elle pleurait, et je crois qu'elle voulait m'embêter. En fait, elle avait juste mal parce que des oignons, ça lui piquait les yeux, parce que j'avais fait des oignons pour le repas du lendemain. Et quand elle s'est couchée le soir, elle me dit, elle n'était pas contente, et elle me dit, tu sais, tout ce qui se passe ce soir, c'est toi qui l'as voulu. Donc j'ai une grande fierté d'avoir réussi à avoir des enfants qui expriment leurs émotions. Et
Mais je suis quand même dans le tourbillon de tout ça. C'est tout à votre honneur de laisser la place pour que ce genre de choses puisse sortir, parce qu'effectivement, votre petite fille, elle vous dit quelque chose qui vous parle, et vous estimez qu'elle a raison. Alors elle le dit complètement. Et franchement, ça calme. Elle dit ça stoppe toute discussion. Oui. C'est vrai, bien sûr. Mais c'est ce que vous... Au passage, je me permets de vous dire que c'est quelque chose de très beau que vous faites, de laisser la liberté à vos enfants de vous faire ce genre de remarques. Je referme la parenthèse. En fait, dans tout ce que vous me dites, je suis attirée par les propositions de job que je peux avoir, je suis attirée par cette position possible de brillance que j'ai envie d'occuper. Je sens que vous l'avez. Et vous dites j'ai envie de l'occuper, c'est tout à fait, on comprend, c'est tout à fait légitime. Mais c'est comme s'il n'y avait pas d'autre alternative pour réussir, notamment au boulot, que de pousser ce robot à son maximum. Alors même que c'est lui qui vous a mené au burn-out. Alors la question, et c'est ça qui serait intéressant de travailler si on se retrouve pour de prochaines séances, ce serait comment est-il possible de me sentir à la hauteur, ça a fait venir une émotion tout à l'heure quand on a parlé de ça, autrement qu'en poussant mon mode robot à fond. Je regardais l'autre jour, c'était le yin et le yang, et ça listait les caractéristiques masculines et féminines qu'on associe au travail. Et l'article parlait on associe la réussite professionnelle à une réussite avec des traits masculins, enfin de force, de pouvoir, de puissance, de réussite. Et c'est vrai que je me suis dit, mais j'aimerais bien réussir avec les caractéristiques féminines, même si on est d'accord que le yin-yang, tout le monde a du féminin, du masculin. Qu'est-ce que ça pourrait donner, ça, par exemple? Eh bien, j'en ai aucune idée. Enfin, et à la fois, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a la place pour le faire dans mon métier aujourd'hui. Parce que c'est des portes que j'ai déjà un peu ouvertes et j'ai la chance qu'on me laisse la possibilité de le faire. Et malgré tout, j'ai l'impression que le monde ne fonctionne pas comme ça, en fait, et que dans ce métier... Ce que je me dis, c'est que du coup, il faudrait changer de métier, que si je au moins d'employeur ou de domaine. C'est-à-dire que si je le fais là, c'est trop processé, c'est trop cadré, c'est trop ingénieur. En fait, je ne me sens pas à ma place, parce que même si, justement, moi, j'essaye d'apporter depuis plusieurs années des manières de faire différentes qui sont plus dans le lien, plus dans l'écoute, et ben je resterai quand même... Enfin, si je veux réussir et progresser, c'est pas avec ça. Il faut que et c'est ce qu'on me dit aujourd'hui, on me dit ok, c'est très bien, mais par contre, si tu veux passer une marche, il faut que tu prennes du management, alors je sais pas si c'est masculin, mais il faut que tu pèses, il faut que tu ramènes un peu d'argent, et, enfin, tu peux pas rester dans cette case d'autres choses, enfin, d'écoute et de lien. Mais est-ce que ce serait une case, ou est-ce que ce serait le yin et le yang, comme vous dites, qui communiqueraient, qui s'allieraient chez vous particulièrement pour que le yang soit au service du yin? Donc, mettons, tout ce que vous avez d'énergie masculine soit au service de votre féminin, qui, on le sent, est timide, a du mal à s'exprimer parce que vous n'avez pas confiance en lui, j'ai l'impression. Vous ne pensez pas qu'il peut faire la différence. Quand vous parlez d'un management, il faut que tu prennes du management. Ça veut dire qu'il faut que vous ayez des équipes plus renforcées, que vous dirigiez, c'est ça? Il y a différentes façons de faire de la direction d'équipe. Je me le suis dit en vous le disant. Je me suis dit, en fait, c'est pas le truc de bonhomme, le management. On peut très bien manager au féminin. Enfin, c'est pas... Avoir une équipe, c'est pas un truc de mec, quoi. Non, pas du tout, c'est vrai. C'est vrai, et je pense, en fait, là encore, c'est de l'autocensure, en fait. Oui. Et récemment, je me suis juré de plus jamais me sentir imposteur dans ma vie, en tout cas dans ma vie professionnelle. Et je me suis dit, ok, maintenant je me mets en marche pour que ça arrive, parce que c'est bon, ça suffit. J'ai suffisamment d'expérience professionnelle derrière moi pour me dire... je veux plus être dans cette posture de je suis pas à la hauteur. Enfin, ça va, en fait, c'est ça aussi l'envie de briller que j'ai envie, c'est de me dire maintenant, j'arrête de me cacher derrière des faux semblants. Et ça, c'est pas forcément que le robot, c'est-à-dire j'ai envie de voir ce que je peux être si j'arrête de m'auto-censurer. Et spontanément, du coup, ça va vers il va falloir que je sois un robot pour réussir, comme on m'a toujours dit. Mais je sens bien que c'est pas la seule voie et qu'il y en a peut-être une autre. Je sais juste pas très bien comment l'aborder. Mais... Alors, ce que je vous propose, c'est que cette réflexion sur la prévention d'un burn-out éventuel qui viendrait,
elle s'articule pas mal autour de cette question-là. La question de qu'est-ce qui fait que je me sens à la hauteur ou pas à la hauteur. Ça amène une émotion. Vous avez dit que c'était un sujet quand vous étiez gamine, petite. Être à la hauteur ou pas, à la hauteur de quoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre famille avant sur ce sujet-là? Chez vos parents et puis vos grands-parents, vous dites qu'il y a une longue lignée de réussite. Qu'est-ce qui s'est joué autour de être à la hauteur ou pas? Pour la suite, pour cette inquiétude pour le burn-out, je pense que beaucoup de choses peuvent se jouer dans cette façon que vous avez d'envisager la réussite professionnelle. Le robot, on le connaît, le robot Clémence, on le connaît. Peut-être qu'on pourrait lui adjoindre une image plus douce, plus féminine, avec qui le robot pourrait discuter de temps en temps. J'ai souvenir d'une amie qui m'avait toujours dit « Ah, toi, tu te maquilles, tu mets des bijoux, t'es une femme, c'est bon, c'est acté, quoi. » Et ouais, je sais pas, j'y ai jamais pensé, en fait, ni dans un... Et c'est sûr que... mais là, on aborde un grand sujet de la transmission de la féminité par ma mère. C'est quelque chose qui, pour moi, est absent. Et que j'ai jamais jugé. Mais je voyais mes copines qui allaient faire, je sais pas, du shopping avec leur mère ou qui parlaient de leurs copains. Moi, zéro. Mais ma mère, elle était là. Elle assurait la logistique et tout, très bien. Mais il n'y a pas de lien, quoi. Donc ça, j'en ai aussi fait. Pas de lien entre vous? Ou pas de transmission de quelque chose de l'ordre du féminin de elle à vous? Alors ça, certainement pas. De toute façon, de base... Le féminin, c'est pas la féminité. Là, avec les bijoux, vous évoquez plutôt la féminité. Ouais. Le féminin, c'est tout à fait différent. Ouais. C'est dans l'énergie, c'est effectivement toute l'énergie qui va être autour du lien, de l'accueil, de l'intérieur. C'est une énergie, c'est pas quelque chose qui se voit de l'extérieur. Moi, c'est la logistique. C'est-à-dire qu'elle nous emmenait à l'école, elle nous faisait nos repas, on avait des cadeaux d'anniversaire, etc. Mais si je liste ce qu'elle m'a transmis, pour moi, c'est ni féminin ni masculin, quoi. C'est presque neutre, en fait. Dans ce que j'entends, vous parlez plutôt d'énergie masculine, même quand vous dites « elle nous emmenait à l'école, on avait des cadeaux ». Là, on entend beaucoup dans le faire, les actes, les gestes, presque on entend un petit robot aussi. Ah oui, oui. Ok. Est-ce qu'il y a des moments, des endroits dans votre vie où le robot est absent? Oui. Là, je sors d'un week-end où... dans un week-end avec une amie, là, c'est vraiment où je me suis dit... J'ai eu l'impression d'être quelqu'un d'autre, en fait, d'être dans une parenthèse où je pouvais être moi, vraiment, être plus du tout avoir à prouver quelque chose. Et je me suis dit, c'est incroyable, en fait, ce sentiment d'être bien, d'être moi, à ce moment-là. Oui. Et c'est un peu vertigineux parce que c'est un moment où je suis sans les enfants. Et ça fait vraiment écho à des choses... que j'ai ressenti quand ils étaient plus petits. Il y avait ce côté... de toute façon, tout le monde serait mieux sans moi, en fait. Quelque part... C'est ce que vous pensiez quand ils étaient petits? Ouais, vraiment. Mais je me disais, je vais partir. Alors, je vais partir, je pense que c'était de l'ordre du fantasme. C'était pas non plus... mais je me dis vraiment, peut-être je pourrais partir. Je voyais l'Australie. Je me dis, je vais aller en Australie. Je serai de l'autre bout du monde. Et je serais une de ces personnes que les touristes croisent là, dans une vieille paillote sur la plage. Et je dis, j'ai eu une vie avant en Europe. Et ils ne sauraient pas que j'ai des enfants. Mais d'un autre côté, mes enfants continueraient à grandir là et ils seraient mieux sans moi. Parce qu'en fait, je les abîme. J'ai souvenir d'un week-end avec des amis où mon mari m'avait appelé en me disant « Ah, tu sais... c'est trop bien, il a fait du vélo sans petite roulette, et puis aussi, je sais pas, on a fait tel truc à manger, ça a super bien passé, et puis, tu sais, pour une fois, il a pas pleuré. » Et en fait, c'est quand je suis là que ça se passe mal, quoi. Quand je suis pas là, tout le monde va bien, mais c'est parce que je me dis, je suis tarée, et je vais tellement mal. Enfin, c'était pas je vais tellement mal, c'était... je stresse tout le monde, en fait. Tout le monde me dit lâche prise, et j'y arrive pas, et en fait, voilà le résultat de ce que je fais de mal aux gens. Et je pourrais partir. Et à un moment aussi, je me suis dit... je regrette mes enfants. J'étais toujours marquée sur Internet où dans les témoignages, tout le monde disait « Oui, la maternité, c'est dur. Mais attendez, mes enfants, je les aime. » C'est toujours le premier truc. Je les aime.
Et je me disais, moi, franchement, si je disais ça, je ne commencerais pas comme ça. Enfin, c'est quoi cette histoire de se justifier? Enfin, en fait, on est en train de se livrer, de dire, ah oui, c'est dur, mais tout le monde remet une surcouche quand même non, non, mais vous inquiétez pas, je suis quand même une bonne mère, je les aime. Moi, franchement, j'étais au stade d'après, de me dire, là, je sais même pas si je les aime, je sais même pas ce que c'est que d'être mère, ça m'est tombé dessus. Je regarde mes enfants, je me reconnais pas en eux, parce que physiquement, je m'attendais à avoir des enfants aux yeux bruns, et il se trouve qu'ils n'ont pas les yeux marrons comme moi, donc je me dis, c'est vraiment, c'est pas mes enfants. Enfin, c'est les enfants de mon mari, et donc je suis là pour m'en occuper, très bien, mais sans moi, ça marcherait aussi, en fait. Et du coup, de ressentir ça, là, aujourd'hui, effectivement, ce week-end là, qui vient de passer avec une amie, où je me sens hyper bien, soulagée. Enfin, et d'un autre côté, je me dis, mais c'est quoi? C'est encore... Enfin... Cette histoire de comment je me relie à mes enfants et à quel point je les aime, ça n'a pas été simple pour moi, et je me rends compte que ça ne l'est pas encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, je me dis, en fait, bon... ils ont grandi, en fait, c'est très bien, je suis très heureuse qu'ils puissent être avec mon mari quand je ne suis pas là et que ça se passe très bien. Et quand je rentre, j'ai des petites phrases, ils me disent « Ah, mais tu nous as manqué ». Donc, enfin, je sens le lien qui se tisse, mais ça fait 9 ans, quoi. Et c'est toujours pas... Enfin, ça me fait peur aussi J'ai peur de moi, quoi. J'ai peur de me dire « Et s'il me manquait pas, est-ce que je pourrais être cette mère-là là, qui vit ?» Et d'un autre côté, bah, ça me fait envie parce que je me sens bien, en fait, d'être dans autre chose. Il y a plusieurs choses qui s'entremêlent. Vous parlez de ce lien qui a été difficile à tisser. Vous parlez aussi du burn-out. Le burn-out, ça peut enlever absolument toute sensation de lien, justement, avec un vide de sens qui attaque toutes les parties de votre existence. Et vous parlez aussi de ce week-end avec une copine, où vous avez fait des choses que vous ne faites pas d'habitude, où il n'y avait pas d'horaire, pas de pression, pas de sollicitation, maman, je voudrais ci, ça. Ce sont deux choses qui se télescopent peut-être, mais il me semble intéressant d'essayer de faire la part des choses. Est-ce que ce qui a été le plus agréable ce week-end, c'est que justement, il n'y avait pas ces enfants-là et qu'en fait, c'est un lien qui vous pèse majoritairement? Ou est-ce que ce qui était bien, c'est que vous avez fait des choses que vous ne faites pas d'habitude, sans que personne ne vous demande quoi que ce soit, que vous n'avez écouté que votre bon plaisir, on pourrait dire ça comme ça? C'est bien sûr cette deuxième partie, en fait, et parce que maintenant les enfants ont grandi, ça ne me pèse pas qu'ils soient là. Et ça m'a pesé pendant longtemps quand ils étaient petits. Je pense que j'ai mis 1 an à ne pas avoir peur, littéralement peur, de faire un week-end toute seule avec eux quand je devais les garder. Je me disais, mais ça va être l'enfer. Enfin, ça m'angoissait d'avance, parce que je me sentais vraiment pas capable. Là, c'est plus du tout le cas. Je suis ravie de faire des choses avec eux. Je les garde 1 semaine sans problème. Enfin, c'est très bien. Mais effectivement, c'est l'autre chose. C'est que je me suis dit, j'étais libre, mais pas libre parce qu'il y a des horaires. Libre parce que j'écoutais que moi. Et qu'est-ce que vous avez particulièrement apprécié dans ce week-end? De pouvoir... Je me suis jamais sentie jugée pour rien, en fait. C'est-à-dire que tout ce que je faisais, c'était moi, et c'était OK que ce soit moi. J'ai acheté des habits, et j'étais joyeuse, enfin... J'étais pas menacée, en fait, dans mes choix, dans mes décisions. J'étais en confiance avec une amie. Si je lui disais, bah, qu'est-ce que tu veux faire, mais on décidait toutes les deux de... ouais, tu veux... Enfin, je sais pas, tout était simple, en fait. Il fallait pas, il n'y avait pas d'enjeu. Il fallait pas que je choisisse pour quelqu'un en fonction des souhaits de quelqu'un d'autre. C'était juste moi. Et je savais que si je disais ce que je voulais, bah, si elle n'était pas d'accord, elle le dirait. Si elle était d'accord et que ça lui allait, elle le dirait aussi. Et que on pouvait décider de faire on pouvait juste aller faire ce qu'on voulait, en fait. Ok, vous pouviez vivre votre désir à vous sans prendre en compte celui des autres, sans vous sentir prisonnière de celui des autres. Ok. Alors écoutez, on va s'arrêter là, c'est la fin de la séance. Je vais vous poser une question tout de suite. Mais ce qui me semble intéressant, c'est que vous puissiez réinjecter un peu de ça dans votre vie quotidienne. Et peut-être que pour ça, ça serait intéressant d'avoir quelques entretiens de type psychothérapie pour aller questionner, parce que tout y revient. Cette petite Clémence qui dit « je ne suis pas à la hauteur, je ne vais pas y arriver ». Là, quand je vous demande ce qui était plaisant ce week-end, vous me dites « je n'étais pas menacée, je ne me sentais pas jugée ». On revient toujours à ça. Voilà comment je terminerai la séance, moi. C'est peut-être tout à fait différent pour vous. Vous allez me dire, là, je vais vous demander, à la fin de cette séance, là, on a passé 1 heure ensemble, on a parlé de plein de choses, de votre histoire, on est retourné dans le passé, dans l'avenir, dans le présent.
on partait de cette question sur la peur de ce qui va se passer après. Que ce soit relié à la question ou pas, j'aimerais vous poser la question, qu'est-ce que vous retenez? Quelle idée vous reste en tête comme une espèce d'idée clignotante de cette séance? Qu'est-ce que vous en gardez? Ce qui me vient là, c'est que c'est possible, c'est possible que ça se passe bien, que j'ai toutes les cartes en main, que je suis forcée de rien en fait. C'est-à-dire que je suis plus libre peut-être que ce que je crois et que cette histoire de robot, de me dire en fait il y a une autre voie quoi. T'es pas forcé de te lancer à corps perdu dans un truc. Je suis presque rassurée en fait de me dire c'est bien, t'as eu l'espèce de clignotant avant, c'est-à-dire que tu vois que ça va arriver. Enfin, c'est hyper positif en fait. Je suis pas en train de me prendre le mur après. C'est il y a plein de choses qui sont en train de changer et qui sont inquiétantes. Donc j'ai fait le premier pas là de me dire attends, waouh, on s'arrête maintenant avant d'être dans le fond du gouffre. Mais ce que je retiens de notre échange là, c'est ça va aller en fait. Il y a un truc aussi, c'est tu te mets la pression pour pas grand-chose en fait. Tu te mets la pression pour pas grand-chose parce que ça va bien se passer. Aujourd'hui, en fait, c'est pas la première fois. Ça fait plusieurs fois que j'ai ce sentiment d'avoir fait du chemin, d'avoir compris des choses, et quelques semaines, mois, années après, en fait, t'avais rien compris. En fait, faut recommencer. Est-ce que c'est j'avais rien compris ou est-ce que c'est chaque étape de la vie m'offre une autre compréhension des choses et peut-être des mêmes sujets, mais ça m'offre un autre regard. Et vous avez bien fait de venir ici. Et moi, je vous remercie, Clémence. Je vous remercie de m'avoir emmenée dans votre univers. J'ai passé un très bon moment avec vous. Merci beaucoup. Je suis confiante pour vous aussi et je vous souhaite une très belle route pour la suite. Merci beaucoup. Merci, chère fabuleuse, d'avoir regardé cette vidéo. Les Fabuleuses, c'est la bulle d'oxygène des mamans épuisées. Tu trouveras en description de cette vidéo le lien vers notre blog où des centaines d'articles t'attendent pour reprendre en main ta santé émotionnelle, pour enfin te donner la priorité à toi. Que ta journée soit belle, tu es fabuleuse et vraiment ça change tout.